François Fournier est avec nous. Bonjour François. Salut Rémi, ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, écoute, il y a eu en fin de semaine à Toronto des morts là, sous les balles. Il y a eu 2 fusillades distinctes. Et là, on se demande ici à Montréal si, je vois ça passer un peu partout, là, si il y a un enjeu avec les festivals parce que c'est pas terminé. Je trouve que le lien est quand même un peu particulier parce que à Toronto, c'est pas des festivaliers avec des chaises longues là, qui se sont tirés dessus, là. Non, en fait, il suffit de lire un peu les rapports, en fait, les communiqués qu'a fait la police de la ville de Toronto pour se rendre compte qu'on a affaire à des échanges de coups de feu. Parce qu'en fait, tu as dit 2, mais il y aura un 3e événement armé aussi qui a eu lieu qui n'était pas expressément une fusillade, mais des échanges de coups de feu, on va dire. Là, et ça concerne probablement, parce que dans un premier cas, celui du festival, on a 2 fugitifs, en fait. Là, on n'a pas exactement toutes les infos sur eux. Mais dans le deuxième cas, il y a une personne qui est arrêtée, puis tout porte à croire que c'est quelqu'un qui est relié à des groupes criminels. Et dans le premier cas, pourquoi on le soupçonne aussi, c'est que c'est 2 personnes qui se tiraient dessus au travers de la foule. Donc, probablement une histoire de règlement de compte. Mais moi, justement, c'est ça un peu, c'est que le lien que tu fais est bon sur la sécurité dans les festivals parce que vous savez, quand il s'est passé en Europe, là, l'histoire de la personne qui avait foncé dans une foule avec, je pense que c'était dans un marché de Noël, là, avec un véhicule, et après, on a vu apparaître ces fameux blocs de béton, tu sais, qui bloquaient l'entrée dans certains festivals. Même au Québec, on a vu qu'on a commencé à voir les polices mettre ces structures-là, même sur les pistes cyclables. Maintenant, des fois, tu as des installations de béton qui font qu'on prévient avec ça que, mettons, une voiture pour aller là-dessus, pour prévenir de ce genre de drame-là. Puis, je suis un peu mitigé sur cette question-là parce que je comprends la volonté des gens de vivre dans un milieu sécuritaire, mais je trouve qu'on s'habitue tellement vite à des nouvelles normes de sécurité qui rendent l'expérience qu'on a de ces événements-là tellement plus froide, tellement plus déshumanisante, si on veut. Puis ça m'avait frappé la dernière fois où je suis allé à Paris. Je me promenais à côté de l'Arc de Triomphe et on voit, tu sais, des gendarmes en permanence avec des armes longues qui surveillent pour pas qu'il y ait d'attentats ou de fusillades ou quelque chose. Puis je me disais, tu vois, ça, mettons, à Québec, on voit pas ça. À Montréal, on voit pas vraiment ça non plus. À Trois-Rivières, tu sais. Je me disais, dans combien de temps on va voir ça chez nous? Et on va être comme désensibilisé à ça. Parce que moi et ma conjointe, on regardait ça, l'air un peu dubitatif. Là, pourquoi il y a des gens quasiment habillés en armée avec des armes longues à l'Arc de Triomphe. Mais tous les Français passaient à côté de ça. Puis ça avait l'air à être comme une promenade dans le parc, là, comme on dit en bon français. Fait que c'est un peu ça, moi, qui m'effraie là-dedans. C'est que je comprends qu'on veut être en sécurité. Je comprends ça. Mais à quelque part, je me dis... Qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos villes aussi si on veut des gens armés à tous les coins de rue pour nous protéger? On dirait qu'on s'en va comme dans une tangente où je me dis, il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. Parce qu'un coup que tu le fais, quel politicien va aller de l'avant et va dire, savez-vous quoi? Je pense qu'on est allé un peu loin. Là. Les gardes armés, la police en permanence. C'est un très bon point. Il n'y a personne qui va vouloir revenir en arrière. Ben non, parce que le politicien qui voudrait faire ça, même le politicien qui aurait sondé la population d'une façon ou d'une autre et qui aurait l'aval de la population se dirait, moi, je cours un risque si 2 mois après avoir décidé de faire ça, il y a une fusillade, de passer pour le gars qui en est le responsable. Donc, effectivement, on ne peut pas reculer. Mais en même temps, puis ça, tu poses la bonne question là-dessus, mais j'allais dire aussi en même temps, c'est quelles sont les menaces et d'où viennent-elles? Tu sais, c'est comme si on veut généraliser ce qui se passe, mettons, à Toronto, des règlements de compte qu'on peut voir, c'est pas la première fois là, qu'il y a des fusillades là-bas, de gangs criminalisés versus tu es au Festival d'été de Québec, tu as des risques sécuritaires. Évidemment, il faut faire des contrôles, mais c'est comme, j'ai l'impression qu'on mélange tout. On parle de la France. Là, tu as la menace du terrorisme islamiste qui fait qu'il y a eu des attentats dans le passé. Donc, ils sont obligés. Le renseignement est très développé là, en France. Donc, quand la menace d'attentat, elle est augmentée, bien là, ça se répercute dans les rues. Tu sais, on pense, si on est en alerte, vigilance rouge, attentat, bien oui, tu vas voir des hommes, des femmes armées jusqu'aux dents. Là, tu sais, c'est assez impressionnant, effectivement. Fait qu'on mélange quand même beaucoup d'affaires. J'ai l'impression qu'on veut comme... pas qu'on importe la réalité, exemple de Toronto au Festival d'été de Québec, c'est pas exactement la même affaire, là. Ben non, puis c'est qu'il y a un biais d'action qui est évident là-dedans. Le biais d'action, c'est quoi? C'est l'idée qu'il faut faire quelque chose plutôt que rien faire quand il arrive un problème, parce que l'inaction nous paraît comme un échec devant des difficultés. Et l'exemple du festival d'été est intéressant pour illustrer un peu le point que je faisais tout à l'heure. C'est que moi, je me souviens d'être allé au festival d'été de Québec il y a une quinzaine d'années, 20 ans maintenant, quand j'étais adolescent, tout ça. Et c'est à peine si on regardait le sac, là.
Et maintenant, si vous arrivez, par exemple, avec une bouteille d'eau dont on voit même qu'elle est scellée, on vous la fait ouvrir et vider par terre, là, en disant tu la rempliras sur le site. Puis là, tu dis, mais pourquoi? Ben, quelqu'un pourrait avoir mis de l'alcool là-dedans et puis pourrait se faire pour faire un cocktail Molotov, par exemple. Mais là, on se dit, ouais, mais quel est le pourcentage de chances que ça arrive? Mais on préfère prendre toutes les précautions. Mais c'est ça un peu le point, c'est jusqu'à où on peut se donner l'impression qu'on contrôle. C'est-à-dire que dans les grandes villes, il y a de la criminalité, il y en aura toujours. Et comment on peut faire pour contrôler qu'un événement qui est en pleine rue de Toronto, qu'il n'y ait personne qui arrive là avec une arme à un moment donné et que ça dégénère? Ouais. Il n'y a presque aucun moyen d'avoir de contrôle là-dessus. Donc, on va multiplier la présence policière, on va mettre des blocs de béton pour empêcher qu'une voiture arrive, on va tout faire. Mais ces événements-là vont malheureusement continuer d'arriver si ils ne sont pas attaqués à la racine, qui est la criminalité dans les milieux densément peuplés, urbains, avec la présence de gangs, de la mafia, des motards, de tout ce que vous voulez. Et je pense pas que c'est en multipliant la présence armée qu'on va... Non. On va se donner un sentiment de sécurité, mais il y a aucun des problèmes qui est attaqué à sa source ici, j'ai l'impression. Tu sais, la cause la plus méconnue de la peur, c'est la peur. La peur entraîne la peur. Les anticipateurs, ils disaient, t'as-tu peur? Toi, t'es-tu un anticipateur? C'est ça qu'ils disaient. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que tu vis dans la peur, puis t'en sors pas. Non, mais il y a quand même des choses de base. Là. Des choses de base. Je parle des autres choses. Des blocs de béton, des affaires comme ça, tu veux éviter les camions béliers. Bon, tu sais, il y a des affaires qui sont simples à faire, puis ça, tu le ressens moins. Et d'autres affaires où, à l'inverse, effectivement, ça entraîne encore plus de peur et de paranoïa. Puis ça, c'est une société de surveillance. C'est quoi aussi? Là? Est-ce qu'on veut ça? La réponse, je pense pas qu'on a nécessairement envie de ça. Là. Non. Puis ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un peu ce que les Anglais appellent l'effet Ratchet là-dessus. Comme je disais, c'est que quand on implémente des choses, on l'a vu au lendemain du 11 septembre, toutes les mesures qui ont été mises dans les avions, alors, enlever les chaussures, enlever les ceintures, mettre les objets électroniques dans un truc à part. Puis toutes ces choses-là, ça a été, rappelez-vous, les petits pas plus qu'un format de tant de millilitres. Puis si tu as une pâte là-dedans, où moi, je me suis fait arrêter à un moment donné à la douane parce que j'avais une paire de ciseaux dans un sac pour se tailler à la barbe, puis ce genre de truc-là. Puis là, je me disais, mais OK, alors, j'avais pas pensé. Moi, dans ma tête, j'avais pas pensé que c'était un objet dangereux, mais depuis le 11 septembre, ce genre de truc que tu peux plus traîner, même dans ta valise, tu sais. Donc, il y a toutes ces choses-là nous ont jamais quittés, même si ça s'est passé à une époque où plein de gens qui nous écoutent n'étaient même pas nés. Complètement. Hey, en 2 minutes, François, parle-nous de Justin Trudeau. Il y a une vidéo qui a encore une autre vidéo qui a circulé sur lui. Il danse. C'est un drôle de pas de danse. Moi, je sais plus quoi penser parce que il a le droit de vivre, mais en même temps, on dirait qu'à chaque fois, c'est quand même une certaine forme de ridicule qu'il cultive, là. Oui, ben c'est ça, c'est quoi la formule, jusqu'où va-t-on aller? Ben c'est un peu ça, c'est que là, on le voit maintenant apparaître dans une vidéo-clip de sa nouvelle compagne, Katy Perry, dans une espèce de petite vidéo où elle se filme, et on se dit à un moment donné, est-ce que... Tu sais, c'est un peu la question qu'on posait l'autre fois par rapport aux multiples apparitions sur X de François Legault qui commande tout et n'importe quoi. Puis on se dit, à un moment donné, un chef d'État qui se retire, il a le droit de continuer il a le droit de vivre sa vie, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais il me semble que tu devrais vouloir ne pas attirer sur toi en permanence l'attention. Et il me semble que Justin Trudeau, il a pas l'air de quelqu'un qui a renoncé à la politique pour avoir la paix du regard du public. En fait, on dirait qu'il le cherche maintenant. C'est qu'il multiplie des apparitions avec des gestes un peu étranges. On l'a vu toucher comme les fesses de sa compagne dans une vidéo l'autre fois. Là, ça a fait réagir plein de gens qui disaient « Ouais, c'est un peu bizarre faire ça devant la caméra. » Là, on le voit dans une vidéo-clip. On le voit toujours en train de faire des choses où on se dit « Est-ce qu'il cherche à faire profil bas ou est-ce qu'il cherche encore à exister pleinement dans le regard du public, faire réagir en permanence? » Et moi, je trouve qu'un chef d'État, peu importe sa personnalité, peu importe son orientation politique, devrait, lorsqu'il se retire de la politique, essayer un peu de faire profil bas parce que ça ramène toujours le projecteur sur lui. Ça met son successeur un peu tout le temps dans l'embarras. Dire, regarde, là, celui qui était à ta place avant, regarde comment il se comporte. Puis on le questionne là-dessus. Puis, tu sais, je m'attends à ça, moi, je trouve, d'un ancien chef d'État. Tu te retires, tu devrais prendre un pas de recul un peu de la vie publique, là, à mon humble avis.
Ouais, en même temps, Justin Trudeau a toujours aimé se déguiser. Il faisait toujours de ses déplacements. Rappelle-toi de son déplacement, son voyage en Inde, où est-ce qu'il s'était habillé. Puis là, ça avait vraiment fait réagir. J'ai l'impression qu'il est retourné à son état où il aime être un peu comédien. Le seul problème, c'est que ça montre, certains vont dire, OK, tant mieux, il vit sa meilleure vie, puis il est en amour, c'est beau à voir. Mais en même temps, ça montre un peu une sorte de déconnexion, quelque part, des élites. Le monde brûle, puis là, toi, tu fais la danse du pogo. Ben oui, il s'amuse. On a montré la vidéo. C'est vraiment, pour les gens qui l'ont pas vu, c'est qu'il saute sur place comme un genre de pogo, là, un popsicle. Puis il a le droit. C'est pas la question. On n'est pas casse-couille. C'est juste que, effectivement, il est parti, il a laissé une dette. Puis là, on dirait qu'il fait juste s'amuser, vivre des années qu'il n'a pas vécues. Puis, il n'est pas ici, toujours il est déchaîné, parti. Là. En fait, là, il est comme heureux. On a l'impression qu'il est vraiment libéré de ses obligations, puis il veut nous le montrer. Nous, on n'est pas libérés de ses obligations. Nous, on n'est pas libérés de ça pantoute. Mais tu sais, sans faire de l'âgisme, il y a quand même un côté, tu sais, des fois, on se comporte en adolescent publiquement. Mais tu sais, des fois, on a comme tendance à oublier que Justin Trudeau, il a quand même pas 18 ans. Là. C'est un gars qui a une cinquantaine d'années maintenant. Là. À un moment donné, on dirait qu'il faudrait que ça paraisse un peu publiquement. Moi, de voir quelqu'un sauter comme ça, on dirait qu'il est comme à l'école secondaire. Il y a comme quelque chose là-dedans. On se disait, est-ce qu'on a vraiment été dirigé par quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il faisait ça au Conseil des ministres? T'sais? Il se parlait autour de la table, puis maintenant, il se levait, puis il dansait. On dirait qu'on se demande jusqu'à quel point il se comportait comme ça quand c'était pas le temps. Là, il était comme ça. Rappelle-toi quand il descendait les marches, là, son truc, il descendait, il faisait semblant de débouler les escaliers. Semblant de débouler, En fait, les Canadiens avaient élu un comédien. Là. C'est peut-être juste ça l'affaire. C'est peut-être juste se rappeler que c'était juste ça finalement. Ouais, c'était juste ça finalement. Merci François. À demain. Bye bye.